Bonjour à tous. Donc pas besoin de faire mon introduction, elle a déjà été faite par Cédric. Euh, donc oui, effectivement, je fais mon stage au GIP et je vais vous présenter aujourd'hui la synthèse de ce travail qui a consisté à donc l'exploitation des données du méta-réseau Fresque pour d'une part identifier des tendances pluriannuelles et d'autre part comprendre l'impact de phénomènes événementiels sur la qualité des eaux de la Seine. Donc, les deux paramètres que j'ai principalement exploités sont la température et l'oxygène. Alors pourquoi ces deux paramètres? Eh bien parce que ce sont des témoins de la qualité écologique du fleuve. On connaît des seuils justement de vulnérabilité de certaines espèces de poissons migrateurs, comme par exemple vous avez ici le saumon atlantique yes, qui montre au-delà de 25 degrés des cas de mortalité. Et concernant l'oxygène, en deçà de 3 mg par litre de concentration dans l'eau, on recense la mortalité de 3 des espèces étudiées dans le cadre de cette étude. Donc la température aura plutôt caractère à être traitée à l'échelle pluriannuelle, parce que les variations sur de courtes périodes de temps ne montrent pas d'impact significatif sur la qualité des eaux de la Seine, à la différence de l'oxygène, qui va montrer des variations qui peuvent être parfois fortes sur des périodes très limitées, et mettre en péril la qualité des eaux de la Seine. Je commence donc tout de suite avec l'exploitation au service de l'étude pluriannuelle. Donc vous avez ici à l'écran la fluctuation de la température moyenne pluriannuelle de deux stations que sont Méricourt en orange, qui est une station donc, du réseau Mécène, et Smile en bleu, qui est pour le coup une station qui se situe à la baie. Ce que vous pouvez voir, c'est que l'amplitude pluriannuelle de la température des eaux continentales, donc à Méricourt, est plus importante que celle à Laval. Donc cette amplitude plus importante, elle induit une inversion du gradient de température, du gradient thermique entre la baie et le continent. Cette inversion, elle se produit donc 2 fois par an, une fois aux alentours du 1er mars et une fois aux alentours du 12 octobre. Donc ces dates sont les bornes d'un nouvel indicateur du suivi de la température que sont ce qu'on appelait les saisons thermiques. Donc à l'aide de ces saisons thermiques, on peut déceler plusieurs résultats. Le premier, donc, ce serait l'évolution de la température au sein de ces saisons. Et la première chose que je voudrais mettre en avant, c'est donc déjà le dépassement du seuil d'alerte, plutôt en amont, donc à Bougival, une autre station du réseau Mécène. Le seuil d'alerte a été dépassé aux étés 2019, 2020, 2022 et 2023, donc le seuil que je vous ai présenté tout à l'heure vis-à-vis du saumon atlantique. Pour continuer sur ces saisons thermiques, vous pouvez voir que le réchauffement des eaux est surtout marqué en amont et en été. Les valeurs que vous avez juste ici le soulignent bien. Les températures estivales pluriannuelles de Bougival montrent un réchauffement de 0,43 degrés par an pour 0,05 degrés à Balisa, donc Balisa toujours à l'embouchure. Ce qui montre que ce réchauffement se fait surtout en amont et pour les périodes estivales. Le réchauffement est aussi effectif en hiver, mais il est moindre. Le deuxième résultat important, c'est cette variabilité interannuelle qui est forte. On en a déjà parlé, de cette variabilité interannuelle. Mais effectivement, elle est marquée sur les températures. Et ce constat nous amène déjà à une limite de cette approche qui est la longueur des chroniques. Encore une fois, j'invente rien. Effectivement, ce proxy il est basé sur les années de 2016 à 2024. Et donc cette période est encore trop courte pour pouvoir estimer des vraies tendances d'évolution. Également, on voit qu'on a quelques trous dans les chroniques. Mais on souligne encore une fois la difficulté de maintenir ce réseau haute fréquence. On pourrait, pour faciliter le calcul de ces tendances, utiliser des données basse fréquence pour augmenter justement la longueur de nos chroniques. Le second résultat important, c'est l'évolution de la durée de ces saisons thermiques, donc qui nous donne un très bon indicateur du suivi du changement de la température. Donc vous avez ici à l'écran l'évolution de la durée des étés thermiques entre 2016 et 2023 et l'été thermique moyen en bas qui est en gris. Ce qu'on peut en voir, c'est que sur la période d'étude en tout cas, il y a un retard de l'arrivée de ces étés thermiques et également un raccourcissement parce qu'on voit que la date d'inversion été vers hiver se décale moins dans le temps que l'inversion hiver vers été. Alors ça, qu'est-ce que ça peut signifier?
eh bien, ça peut mettre en valeur le fait que les eaux océaniques, la température pardon, des eaux océaniques en hiver, elle descend moins bas. Donc cette inversion des eaux océaniques et continentales se fait plus tard dans l'année. Oui, dans l'année. Je passe maintenant à l'exploitation des données d'oxygène, donc en faveur de l'étude événementielle. Ce que vous avez ici à l'écran, ce sont les moyennes pluriannuelles des hypoxies en Seine. Cette figure, elle est très importante parce qu'elle va nous permettre de discriminer 3 zones différentes au sein du continuum que je vais vous présenter juste après. Les paliers qui ont été choisis pour estimer les hypoxies sont 5, 3 et 1 mg par litre. La première zone, donc, c'est la région francilienne, qui est caractérisée par le fait que ce soit une grande zone urbaine. En fait, c'est la région parisienne. C'est une zone qui est bien couverte par le réseau Mécène. On peut voir que c'est une zone qui est assez sensible aux hypoxies. C'est d'ailleurs la zone la plus sensible du continuum. Précisément, à Méricourt, on dépasse les 2,5% de données par an en hypoxie, donc ça équivaut à un peu plus de 9 jours par an. La seconde zone, c'est l'estuaire fluvial, qui est séparé de la région francilienne par le dernier barrage dont on a déjà parlé précédemment, qui se situe à l'aval de la station Pause. A noter par ailleurs qu'entre Méricourt et la station Pause, il y a une zone de 80 km où il n'y a pas de station. Donc on n'a pas de données dans cette zone-là. Je reviens à l'estuaire fluvial. C'est une zone qui est caractérisée notamment par la présence de l'agglomération rouennaise. Et c'est une zone par ailleurs qui est déjà sous l'influence des marées. À l'instar de la troisième zone, qui est l'embouchure, qui est elle caractérisée précisément par la présence du bouchon vaseux, dont on a déjà succinctement parlé précédemment. Succinctement, pardon. Pas succinctement. C'est une zone qui est également sensible aux désoxygénations, aux hypoxies, précisément pour les stations de fond de Fatouville et de Tancarville. On y reviendra après. La première zone donc étudiée, c'est la région francilienne, et on va étudier plus précisément la propagation des creux d'oxygène le long de l'axe Seine. Parce qu'on connaît déjà localement l'impact de ces creux d'oxygène, des déversements, qui sont faits en région francilienne, mais on ne connaît pas leur propagation au sein du continuum. Les 2 périodes étudiées donc, seront juin 2023, qui est caractérisé par un débit qui sont faibles. En fait, la Seine est déjà considérée en étiage, parce on voit qu'on est inférieur à Paris à 100 mètres cubes par seconde sur la majorité du mois. Et également, c'est une saison qui est marquée par des orages qui sont très importants, qui amènent de fortes précipitations sur de courtes périodes. Et la deuxième période, c'est mai 2024, donc, qui à l'inverse de juin 2023 montre des débits qui sont beaucoup plus importants. On voit qu'on est à peu près en moyenne à 500 mètres cubes par seconde à Paris. Et des pluies qui sont moins intenses, mais plus fréquentes et plus réparties à l'échelle du mois. Concernant juin 2023, on peut voir qu'en réponse à ces fortes précipitations, eh bien, il y a des creux d'oxygène qui se forment, ils sont visibles à Andrézy. Ces creux d'oxygène passent sous le seuil d'alerte de 5 mg par litre, et même précisément, ils passent sous le seuil d'anoxie. Donc c'est-à-dire que là, on estime que c'est alerte rouge au regard de la concentration en oxygène. Mais en dépit de l'intensité de ces creux d'oxygène, eh bien, en fait, on ne les voit pas se propager plus à l'aval. Donc ça veut dire que malgré l'intensité de ces creux d'oxygène, l'impact à Rouen et plus à l'aval est estimé nul. A l'inverse, en mai 2024, attention, on a changé l'échelle d'oxygène. Cette fois-ci, on est entre 6 et 10 mg par litre. Avant, on était plutôt entre 0 et 7. Vous pouvez voir que les creux d'oxygène sont d'une intensité moindre, à peu près 3 mg par litre pour celui-ci. Et il ne passe pas sous le seuil d'alerte. Mais même si ces creux d'oxygène sont moins intenses, et ben en fait on les voit se propager le long du continuum et ils sont visibles à Rouen et même plus à l'aval. La récupération de ces creux d'oxygène est à peu près de 50% pour cette période entre Andrézy, où on les voit pour la première fois, et à Rouen, où ils passent quelques jours plus tard. Je passe à la deuxième zone, donc l'estuaire fluvial. On va s'intéresser à l'agglomération rouennaise entre août et septembre 2024. Donc je le rappelle, en septembre 2024, enfin en 2024 en général, le débit moyen est assez élevé. Donc 400 mètres cubes par seconde, on arrive sur les débits les plus bas de l'année, mais qui sont quand même vachement supérieurs au débit qu'on a pu voir en 2023. Et la température moyenne de l'eau est à 22,5 degrés. Vous avez ici l'évolution de la concentration en oxygène en milligrammes par litre
à Rouen, et les histogrammes correspondent au volume déversé par le réseau d'assainissement rouennais. Et vous pouvez voir qu'en débit de ces déversements, eh bien, l'impact sur la concentration en oxygène de l'eau à Rouen est estimé négligeable. On est bien loin des creux d'oxygène qui se forment en région francilienne. Alors, cette différence, elle peut être due au volume déversé qui est bien moindre qu'en région francilienne. Et par ailleurs, le débit de la Seine à Rouen est plus important qu'en région francilienne. La dernière zone, enfin, l'embouchure. Donc on va s'intéresser à un épisode anoxique qui s'est déroulé fin août 2024 et qui a été vu à la station Fatou-Villefond. À cette période, le débit il est à peu près de 300 m3 par seconde à Vernon. Il a une tendance à la baisse et les coefficients de marée sont forts, entre 107 et 94. Donc, ce que vous pouvez voir ici à l'écran, c'est l'évolution de la concentration en oxygène en rouge et l'évolution de la température en bleu. On peut voir quelque chose qui est assez contre-intuitif, c'est que ces deux paramètres varient de façon simultanée, alors que la physique voudrait plutôt que la concentration en oxygène chute au fil de l'augmentation de la température. Donc pour comprendre un petit peu mieux le phénomène auquel on s'est intéressé, on s'est également penché sur la position du bouchon vaseux, qui est estimé comme le maximum de turbidité du bouchon vaseux, qui est centré sur la station de Fatouville, ainsi que la hauteur d'eau. Et donc ce qu'on peut en voir, c'est que c'est lors des hautes eaux, donc à marée haute, que la concentration en oxygène et la température chutent. Une fois que le maximum du turbidité, le centre du bouchon vaseux passe à l'amont de la station de Fatouville. Pour être sûr de bien cibler nos masses d'eau, on a enfin regardé la salinité. Et la salinité nous confirme effectivement que la salinité est plus haute lors des marées hautes et donc des chutes d'oxygène et de température. À partir de ce constat, on a pu définir deux masses d'eau qui passent tour à tour, qui se succèdent au niveau de la station de Fatou-Villefond. L'une qui est plus chaude, douce et oxyque, qui va correspondre à nos eaux plutôt continentales, et la seconde qui est plus froide, saumâtre et anoxique, qui elle correspondra à une masse d'eau donc saumâtre, qui est associée par ailleurs au panache turbide du bouchon vaseux. Donc il faut voir le panache turbide du bouchon vaseux comme en quelque sorte une queue de comète qui est due en fait au déplacement qui est dû au déplacement du bouchon vaseux lors des cycles de marée. Donc par la suite, on s'est posé la question, est-ce qu'il y aurait une combinaison de ces facteurs qu'on estime explicatifs qui favoriserait, qui mènerait préférentiellement aux hypoxies? Donc vous avez ici à l'écran l'intégralité des données qui ont été mesurées à Fatou-Villefond depuis le début de fresque. Effectivement, on a un lien oxygène-température qui est bien établi. L'oxygène chute au fil de l'augmentation de la température. Mais si on s'intéresse aux données qui sont en hypoxie, cette fois-ci, on voit qu'on a des valeurs qui se détachent de cette tendance d'évolution. On peut voir que pour des concentrations en MES inférieures à 250 mg par litre, on peut quand même avoir des hypoxies quand on dépasse les 19 degrés à peu près. Et si on s'intéresse cette fois-ci à des périodes où la concentration en matière en suspension est plus importante, donc supérieure à 500 mg par litre, cette fois-ci, on voit qu'on a des hypoxies qui peuvent survenir soit à des températures moindres, soit pour des températures supérieures à 19 degrés, et en l'occurrence à 20 degrés, on arrive à l'anoxie totale. Donc pour conclure, tout d'abord sur le volet température, on a pu voir qu'il y avait des dépassements du seuil d'alerte en été, notamment en amont, mais également ça arrive dans l'estuaire fluvial, c'est arrivé notamment en 2018, 2022 et 2023, quelques jours où la température de l'eau dépasse le seuil d'alerte des 25 degrés à Rouen. On a pu mettre en avant également un nouvel indicateur d'inversion du gradient thermique qui nous montrerait a priori un réchauffement des eaux surtout marqué à l'amont, également un retard des étés thermiques, je le rappelle, qui serait dû a priori à la diminution de température moindre en hiver des eaux océaniques. Et concernant le volet oxygène, on a vu trois processus différents, mais qui ne sont pas isolés, qui se situent bien dans un continuum, avec des creux d'oxygène qui peuvent se former, qui se forment à l'amont en région francilienne, et qui, dans des conditions de débit fort, montrent une récupération qui n'est que partielle. En fait,
ils sont poussés plus rapidement par le débit dans l'estuaire fluvial, où ils peuvent être vus dans ces conditions. Toutefois, l'estuaire reste peu concerné par ces problèmes d'hypoxie. On peut y voir des désoxygénations qui restent cependant faibles, mais pas d'hypoxie. Et enfin, l'embouchure qui, elle, est impactée par des hypoxies qui sont liées à la présence du bouchon vaseux associé à des températures à partir de 14 degrés, comme on a pu le voir sur la figure précédente. Donc dans tous les cas, tous ces résultats mettent en valeur que ce continuum la surveillance de ce continuum est à maintenir, notamment dans un contexte de changement climatique, des nombreux aménagements qui sont faits précisément à l'embouchure, et également à des fins de gestion de cette ressource précieuse qu'est l'eau. Je vous remercie pour votre attention. Bravo Julien, belle présentation. Est-ce que vous avez des questions pour Julien? C'est une première valorisation là, de Paris à la mer de toutes ces données, donc on trouve ça chouette pour ce méta-réseau fresque. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, honneur aux dames. D'accord, c'est bon, merci. Sonia Decker, Agence de l'eau. Merci pour votre présentation. Concernant les chroniques qui semblent avoir des trous, il y a toujours des trous dans des chroniques. Et par contre, on arrive un peu à reconstituer des données avec... alors sur le continent, la relation air et eau est assez bien établie. Et donc, en fait, les chroniques peuvent être comblées. Avec l'inversion de la température au cours de l'année, est-ce qu'il existe des relations, alors qui va être plus compliquée en fait cette relation entre l'air et l'eau, et qui pourrait combler ces trous de chronique de température? Alors, concernant les données sur le continent, effectivement, on a vu qu'on a bien assez de stations pour combler d'éventuels trous sur une station ou l'autre. Précisément, les stations, on les estime continentales entre Bougival, qui est la plus à l'amont, et Rouen. Donc ça veut dire qu'on a vraiment l'embarras du choix pour choisir telle ou telle station. Le fait est que cet indicateur, il est basé aussi sur la station SMILE, qui elle, pour le coup, est la station, on va dire, la plus océanisée du réseau. Celle donc, qui a l'impact de l'océan sur les valeurs, les paramètres, tout ça, les plus importantes. Et cette station n'est pas aussi aisément remplaçable. En fait, on a fait les tests, on a essayé de tester par exemple avec Seine, avec Baliza, mais ces stations ont un impact trop important du continent en fait, sur les eaux. Et donc concernant ce que vous disiez sur la température de l'eau, de l'air, pardon, je ne vais pas trop m'avancer, mais j'ai tendance à penser que, vu que le problème principal justement de ces trous dans les données, il viendrait plutôt de la station SMILE, je suppose que c'est plus difficile de se baser sur les températures de l'air pour une station océanique qui est beaucoup plus tamponnée. Merci. Tu as des compléments? Bonjour, Hélène Fallou, moi je travaille au Giploir Estuaire. On a mené une étude sur la température dans l'estuaire de la Loire en 2024. Et juste pour compléter, donc, on a échangé pas mal avec le GIPSEN aval, mais en fait, plus les stations elles sont à l'aval, plus l'effet de la marée est aussi important. Et du coup, la relation température de l'air, température de l'eau n'est pas linéaire du tout. Et du coup, c'est plus compliqué de faire des relations. Merci Hélène. Oui, merci beaucoup. Julien Delofre, Université de Rouen. Merci beaucoup pour ta présentation. Juste pour compléter sur ce qui vient d'être dit, nous, sur le réseau Synapse, on a utilisé des réseaux de neurones pour reconstituer justement des trous qui existent dans la station. Alors, pas forcément en utilisant que des données Synapse, mais aussi en utilisant des données de piezo, etc. Et voilà, c'est des choses qui sont publiées, qui sont à disposition. Merci. Merci, Jérémy.
Je reprends la question parce que je pense qu'elle n'était pas enregistrée. Elle touchait à la, au point qui est visible. Hop, je vais reprendre ma télécommande juste ici. Donc en fait, concernant le parallèle entre l'intensité des creux d'oxygène et le fait qu'on ne les voit pas à l'aval, et au contraire les creux moins importants qui sont visibles. Le principal élément qui semblerait être responsable de cette propagation ou non, justement, ce serait le débit. En fait, les creux d'oxygène, a priori, se résorberaient au fil du temps. Et le fait qu'on puisse les voir à l'aval dans des conditions plus pluvieuses, en fait, serait dû au fait qu'en période de fort débit, ces creux d'oxygène se propagent beaucoup plus vite le long du cours d'eau. Et ce qui fait que en fait, ils sont visibles. La masse d'eau se déplace en moins de temps le long du continuum et arrive à Rouen de manière beaucoup plus rapide. J'ai été clair? Ouais, désolé, je me suis un peu mêlé les pinceaux. C'est très bien. Est-ce qu'il y a encore une question pour Julien? Oui, donc Sabrina Guérin du SIAP. C'est plutôt un complément d'information. Tout d'abord, je voulais vous féliciter pour cette clarté de la présentation. Juste pour dire 2 mots sur la partie francilienne à Andrézy, vous avez mis en avant ces conditions anoxiques à 6 mg par litre. Je voulais quand même souligner que l'été, on raisonne aussi en saturation, parce que le 6 mg par litre, alors on n'est pas loin du taux de saturation à l'été, donc on est vraiment dans les conditions très sensibles de la Seine. Donc c'est des conditions qui sont fréquemment, on va dire, observées voilà, de par la sensibilité de la Seine à l'été. Et donc le moindre apport anthropique, notamment les rejets urbains par temps de pluie, sont visibles, notamment à Andrézy, qui est situé à l'aval de nos principaux déversoirs d'orage. Donc, voilà, donc des conditions anoxiques, on est conscient de ça, c'est une surveillance accrue, d'où l'observatoire Mécène. Si je fais le lien avec l'impact observable plutôt à l'estuaire, pose, c'était une question qu'on s'est posée il y a quelques années avec le GIP Seine-Aval, notamment lors de l'incendie qu'on avait eu sur le site de Seine-Aval de la clarifloculation, où la surveillance ne montrait pas à l'époque d'impact de la désoxygénation à Rouen, donc, et voire même à Pose. Hein, on avait réalisé des mesures ponctuelles justement pour suivre voilà, cet impact. Donc je rebondis avec l'hiver. L'hiver, on est beaucoup moins il y a une surveillance un peu moins poussée de la Seine, parce que la question de désoxygénation, elle se pose vraiment de manière très limitée, hein, de par ces débits qui sont élevés et donc du taux de dilution qu'on pourrait bénéficier. Donc ces résultats-là, voilà, en tout cas, ça permet d'apporter des éléments l'hiver, voilà, où l'oxygénation, la désoxygénation pourrait être observée à l'aval. Donc le temps de transit, effectivement, je crois que c'est multiplié par 3 ou 4 entre l'été et l'hiver. Maintenant, la question, est-ce que c'est un problème majeur, modéré, et c'est ça qu'il faudra qu'on quantifie ensemble. Merci Sabrina. Transition pour